Il existe une communauté de Mario Odyssey appelée BTT pour Best Theoretical Time ou meilleur temps théorique. Leur but, découper la run en segments optimisés à la perfection, puis assembler les extraits pour créer des vidéos utilisant d'incroyables stratégies infaisables durant une run complète. Dernièrement, c'est à la catégorie 2 joueurs qu'ils se sont attaqués, remaniant complètement certaines routes et ajoutant toujours plus de techniques improbables. Ici, on ne se demande plus si le jeu est finissable sous la barre de l'heure, ni même sous la barre des 56 minutes. Aujourd'hui, on va retracer l'histoire du mode 2 joueurs de Mario Odyssey pour comprendre comment finir le jeu en 51 minutes. Le mode 2 joueurs permet à 2 manettes de contrôler indépendamment Mario et Cappy son chapeau. Cet ajout permet d'acquérir une nouvelle technique de mouvement, le double volt. Le double volt est constamment utilisé car il permet de rapidement prendre de la hauteur tout en conservant la vitesse maximale de roulade. De plus, l'indépendance dont bénéficie Cappy lui permet de se déplacer alors que Mario roule ou est dans une capture, ce qui est impossible en mode 1 joueur. L'exemple le plus commun est celui de faire sortir une lune de la Terre, Cappy ayant aussi la capacité de rodéo. Lorsque Mario arrive au niveau de la lune, il peut directement la collecter, gagnant un peu moins d'une seconde. Cappy peut également déclencher les leviers, permettant à Mario de continuer d'avancer au lieu de devoir s'arrêter. Et c'est que des exemples parmi d'autres. Le joueur qui contrôle Cappy est constamment en train d'aider son coéquipier à aller plus vite, prenant des checkpoints ou touchant l'oiseau dans le désert. Cette collaboration et ces nouvelles mécaniques font en sorte que théoriquement, Mario Odyssey en 2 joueurs est finissable plus rapidement qu'en 1 joueur. Sauf que c'est plus compliqué que ça. Le souci numéro 1, c'est la logistique. Trouver un pote assez chaud qui accepterait de grind pendant des heures, c'est rare. 2 joueurs signifie aussi 2 fois plus de chances de commettre une erreur, et donc de recommencer la run à zéro. C'est donc pour cette raison que la plupart des top players de la catégorie jouent seuls. Et donc ils contrôlent Cappy avec leurs pieds. Aussi ridicule que ça puisse sonner, c'est vraiment comme ça que la majorité des speedrunners jouent cette catégorie. Et évidemment, comme vous vous en doutez, c'est extrêmement difficile et ça demande beaucoup de pratique pour être correctement maîtrisé. Ensuite, le mode 2 joueurs présente de nombreux inconvénients. Pour réaliser un roll cancel, l'une des pièces maîtresses du mouvement en speedrun, le jeu nécessite d'enfoncer Y et B sur la même frame, au lieu d'avoir une petite marge quand on est en mode 1 joueur. Son utilisation devient alors bien plus complexe, et les joueurs la remplaceront par le double volt. Ensuite, Cappy ne peut pas interagir avec les éléments qui seraient hors de l'écran, rendant donc certaines techniques, comme le drame, normalement impossibles. J'ai dit normalement, on reviendra dessus un peu plus tard. Ensuite, on ne peut pas accéder au mode première personne. Ça retire la possibilité de finir à 100% le jeu en 2 joueurs, car une lune nécessite l'utilisation de la première personne. Si vous vous souvenez bien, il s'agit de la référence à Super Mario 64 dans le château de Peach. Ensuite, la première personne est utile pour réduire la durée de certains mouvements de caméra, cumulant en tout plusieurs secondes de time save. Enfin, il n'est plus possible d'exécuter Ice Corner Clip en run, une technique permettant de passer à travers un mur qui nécessite un setup basé sur la première personne pour être réalisé à coup sûr. Malgré tout, le mode 2 joueurs reste très fun et apprécié, bien que moins populaire que le mode 1 joueur. J'aimerais revenir en arrière avec vous pour évoquer l'historique de ce mode depuis la sortie du jeu, mais je vais aller vite sur ce passage et évoquer les événements majeurs. Si un historique plus détaillé vous intéresse, je vous mets la très bonne vidéo de Zach in the Box dans la description. La première run 2 joueurs fut postée le 4 novembre 2017 par Chillin' Dude et Chudat, soit une semaine après la sortie du jeu. On ressent que la cohésion d'équipe n'est pas encore au rendez-vous, les mouvements des 2 joueurs étant peu synchronisés. Malheureusement, ils n'auront pas l'opportunité d'améliorer ce record, car Shayden, légende des débuts du speedrun, et Ikitrix, son coéquipier, s'approprient rapidement les spécificités du mode et enchaînent record sur record jusqu'à atteindre 1h02. Pour l'époque, cette run était déjà bien optimisée, les joueurs ayant planifié leurs mouvements à l'avance pour parfaitement se coordonner. 8 mois plus tard, alors que Shayden avait quitté la communauté, c'est au tour de 2 Français, Orolmé et Parasite, de prendre la relève en collaborant encore plus fortement que notre précédent duo. Après 1 an de tryhard acharné, ils oblitèrent le record pour passer sous la barre de l'heure en février 2019, soit 1 mois et demi avant que cette limite soit franchie en mode 1 joueur par Nycrovida. Après quelques nouveaux records, ils disparaîtront, laissant leurs 58-52 invaincus pendant presque 2 ans. En parallèle, Tyrone et Mitch, 2 joueurs top level, franchissent la barre des 57 minutes en mode 1 joueur. S'installe alors une sorte de guerre entre le 1 joueur avec Tyrone et Mitch et le 2 joueurs, où Gorgonim et 84Dude tentent eux aussi d'atteindre ce nouvel objectif. Finalement, Tyrone ayant atteint 56 minutes en mai 2022, l'écart se creuse et le 2 joueurs disparaît progressivement. Cependant, après quelques mois,
Deux protagonistes dont le duo sort un peu de nulle part décident de complètement renverser la tendance. Je parle bien sûr de Jumbo et Zack in the Box. Mais avant de découvrir certaines de leurs techniques, il faut qu'on fasse un point sur quelque chose. Dans l'univers du speedrun de Mario Odyssey, il existe 3 approches principales pour optimiser le jeu. Le TAS, le BTT et le RTA. TAS, pour Tool Assisted Speedrun, c'est une série d'inputs programmés à l'avance et exécutés par un robot pour finir le jeu de manière parfaite. Il permet d'appliquer des stratégies en théorie trop difficiles pour l'humain. Cependant, au fil du temps, le niveau des joueurs augmente et certaines techniques TAS-only commencent à être utilisées par les joueurs, dans ce qu'on appelle le BTT. J'ai brièvement introduit ce que c'était en intro, mais il est temps de se plonger en détail dans cette communauté. À l'origine, BTT a permis de démontrer que le jeu est finissable en moins d'1 heure, barrière longtemps pensée impossible par les joueurs. Après cette première vidéo sortie en juillet 2018, cette communauté deviendra si active et dévouée qu'elle sera considérée par beaucoup comme le TAS humain. Mais alors, comment ça fonctionne ? Premièrement, on divise la run en centaines de segments, en l'occurrence un peu plus de 300 pour notre sujet d'aujourd'hui. Il est assez simple de découper une run de Mario Odyssey en morceaux, car la cinématique jouée à l'obtention d'une lune permet de parfaitement transitionner d'un extrait à un autre. Les découpes peuvent aussi avoir lieu après un warp, en entrant une loading zone, ou dans de plus rares cas au niveau d'un spin pound, lorsque la technique utilisée au segment précédent est particulièrement difficile. Ensuite, quand un segment est battu, c'est-à-dire qu'il a été exécuté plus rapidement, il est remplacé dans l'Excel et le temps global de la run diminue. Habituellement, les segments sont battus de seulement quelques frames, car ils sont déjà très optimisés. En l'occurrence, ici, Pajulu a battu ce segment de ruine de 8 frames, et Sado, une des personnes ayant accès à l'Excel, l'a ajouté. À partir de là, c'est une sorte de compétition qui s'engage entre les joueurs, dans le but d'assigner le plus de segments possible à son nom. Parfois, un segment est jugé invalide par certains. Ça peut être lié à la position de Mario légèrement différente d'un segment à un autre. Le but du BTT est de coller au maximum à une run théorique où un génie du jeu aurait parfaitement joué de bout en bout. Il existe des Excel pour quasiment chacune des catégories de Mario Odyssey, les plus populaires étant ensuite montées sous la forme de vidéos. Les meilleures techniques du BTT finissent par être intégrées au run RTA au fil du temps. Ça crée une évolution constante des techniques, repoussant les limites que les speedrunners peuvent accomplir en temps réel. Pour résumer, on a le TAS, le robot, le BTT, la run découpée en morceaux, et le RTA, la run classique exécutée d'une traite par le ou les speedrunners. À la base, je voulais seulement parler de la nouvelle vidéo BTT, mais rapidement, j'ai eu besoin d'ajouter énormément de détails autour, tant les différentes manières d'aborder le jeu sont liées les unes aux autres. En gros, on va parler d'un peu de tout, mais toujours de manière logique. Ça va aller crescendo et finir sur des techniques complètement improbables. Quoi de mieux pour introduire certaines techniques que de revenir à notre excellent duo, Jumbo et Zack. Jumbo excellait déjà depuis des années dans la catégorie 1 joueur, où il a longtemps fait partie du top 5. Zack, de son côté, est un speedrunner et créateur de contenu proche de dépasser la barre de l'heure. Ayant par hasard intégré la même université, ils décident d'unir leurs forces pour entamer la plus grande épopée que le mode 2 joueurs n'ait jamais connue. Jumbo jouant Mario et Zack Cappy, ils optimisent la run avec d'innombrables stratégies, la rendant certes plus rapide, mais bien plus complexe. Plusieurs lunes nécessitent normalement l'utilisation d'une capture, mais nos deux joueurs réalisent que les spécificités du mode 2 joueurs, notamment le double volt, permettent de s'en passer. Un passage assez commun et facile pour un joueur top niveau comme Jumbo devient alors un concentré de coordination avec son partenaire. Tout à l'heure, j'ai dit que le drame, stratégie consistant à laisser Cappy près d'une capture, puis à s'y téléporter une fois le collectible récupéré, est impossible en mode 2 joueurs, car Cappy ne peut capturer que les créatures chargées à l'écran. En réalité, c'est toujours possible en manipulant la caméra, et notre duo utilise la stratégie à de multiples endroits. Si on prend le drame originel, Cappy, ou Zack, se positionnent en haut, au niveau du bullet bill, pendant que Mario, ou Jumbo, collecte la lune au fond du couloir. Normalement, en mode 1 joueur, c'est juste après l'obtention de cette lune que Cappy capture le bullet bill, ce qui téléporte Mario à l'étage du dessus. Ici, le bullet bill n'est pas à l'écran, alors Jumbo doit revenir en arrière en levant la caméra pour que Zack puisse capturer la créature. Maintenant qu'on a compris le principe, on peut l'appliquer partout. À la fin de la Forks Room, I'm glad you delayed that there because I took a bit. Did you realize our VPTs are 19? Yeah. sur un poteau dans Metro, That was actually really fast. avec une autre fourchette dans Luncheon, To
future's run so bright they need sunglasses. Exact. La stratégie fait gagner quelques secondes à chaque utilisation, mais en soi, rien de très impressionnant. Ça, c'est parce qu'on n'a pas encore parlé de la Taifu Room. Très bon exemple d'une stratégie passant du TAS au RTA. La Taifu Room, passage obligatoire du monde des neiges, est habituellement exécutée de la manière suivante. En entrant, Mario réalise une suite de mouvements lui permettant non pas d'aller le plus vite possible, mais d'arriver sur la plateforme de bois quand cette dernière est projetée par le souffle du Taifu. Après avoir récupéré la lune secrète, on capture un second Taifu afin de souffler tous les Spinies hors de la plateforme et faire apparaître la Story Moon. Pendant des années, la version 2 joueurs de cette salle était quasiment identique, la seule différence étant d'envoyer Cappy en avance pour capturer le Taifu. Mais en août 2022, Xivler, un tasseur du jeu, crée un TAS présentant une nouvelle version de la salle. Et cette version, elle est... inattendue. On met en place un drame pour directement passer de la lune secrète au Taifu, permettant de gagner 3 secondes sur la version précédente. Quelques mois après leur début, Zack et Jumbo commencent à utiliser cette technique dans leur run. Après le grand saut au-dessus du poison, elle nécessite de placer Cappy hors caméra pour s'assurer qu'il ne capture pas trop tôt le Taifu. Juste avant l'animation de la lune secrète, on ressente la caméra pour charger Cappy à l'écran et directement se téléporter. Ok, on a un peu fait le tour niveau drame, mais la run nous réserve d'autres surprises. Nos deux amis ont également retravaillé la run en profondeur, ce qui leur a permis de mettre au point une nouvelle route dans Luncheon, appelée Lake Charles. Pour bien la comprendre, il faut déjà introduire l'ancienne route, appelée Spiwartless, qui existe maintenant depuis des années. Pour faire simple, je vais uniquement me concentrer sur la différence entre les deux routes. Le nom Spiwartless provient de ce saut, où l'on évite tout contact avec cette plateforme qui déclenche normalement Spiwart. Ce boss, en plus de donner qu'une seule lune, est rempli de cinématiques, un cauchemar d'attente pour les speedrunners. La zone correctement évitée, nos joueurs passent par la Shards Room, un des passages les plus techniques et impressionnants au niveau coordination. Une fois sorti, il récupère une lune au sommet d'un rocher. Après la loterie, ils traversent une première fois la ville pour récupérer cette lune sur un pilier. Ils descendent ensuite en contrebas, récupèrent une lune dans le sel, puis rejoignent la Forks Room que j'ai évoquée tout à l'heure. Après un drame parfait, ils vont chercher un navet doré qui les ramène à la ville. Avec un second navet présent sur place, ils récupèrent 2 nouvelles lunes. La route continue ensuite comme le mode 1 joueur, je vais pas m'y attarder. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les joueurs passent 2 fois par la ville. D'abord pour aller chercher la lune du pilier et accéder au sel en contrebas, puis pour cuire les 2 navets, l'un devant être ramené d'assez loin. C'est ce croisement dans la route que Jumbo et Zack ont repéré et corrigé dans leur nouvelle version, la Late Charles. Maths when I was like 11. Did you? You say that, but I'm always impressed at how quickly you can work out like speedrunning stuff. My brain is a bit slower than it used to be. Oh, I was about to get a lava vault there. Why do you call it 0.07? Because we're British. Oh, somebody stop him. L'idée des 2 joueurs, c'est de directement rejoindre le contrebas pour éviter de passer une première fois par la ville. Cappy récupère le drapeau permettant de heal Mario. Quand ils ramènent le navet doré, ils peuvent alors profiter des animations de cuisson pour récupérer la lune du pilier. C'est à ce moment-là qu'ils reviennent au début pour la Shards Room. Cette fois-ci, ils ont pu prendre ce checkpoint, qui leur permet de gagner 1 seconde en se téléportant juste après la 2e lune. Une fois la loterie réalisée, ils peuvent rejoindre la suite. Cette route fait gagner environ 5 secondes, ce qui est vraiment beaucoup à ce niveau. La communauté BTT décide donc d'utiliser cette nouvelle route pour améliorer leur temps théorique. Mais un problème s'impose rapidement. Cette route est plus lente pour le BTT. Déjà, c'est lié au fait que les segments de la route Spiwartless ont été optimisés pendant des années, contrairement à cette nouvelle route fraîchement conceptualisée. Mais c'est pas la seule raison. Vous vous souvenez au début, j'ai dit qu'un des buts du BTT, c'est d'utiliser des stratégies trop difficiles pour une run RTA.
En effet, on ajoute Salt Clip, qui consiste à clipper à travers ce mur et rejoindre la Cheese Room. Cette lune sert de substitut à la loterie et permet de gagner 4 secondes. Si on ne passe plus par la loterie, la route Late Chart devient alors contre-productive et inutilisable pour le BTC. Ok, et si on parlait de tricks super durs demandant une extrême coordination? Si vous avez suivi un minimum le speedrun de Mario Odyssey depuis ses débuts, vous n'êtes pas sans savoir qu'une technique fut découverte à la sortie du jeu permettant de gagner plus de 3 minutes. Je parle bien sûr du très célèbre Moon Cave Skip. Moon Kingdom nécessite normalement de passer par la Moon Cave, passage long et difficile se terminant par un interminable boss fight. Cependant, les joueurs ont découvert qu'en partant du Sphinx et en s'aidant de 2 wall jumps précis, il est possible d'atteindre le haut du mur et de complètement supprimer la Moon Cave de la route. Une nouvelle technique plus rapide fut ensuite trouvée quelques années plus tard, permettant d'utiliser un seul wall jump. C'est cette méthode qui est toujours utilisée aujourd'hui en mode 1 joueur. Mais qu'en est-il du mode 2 joueurs du coup? Yeah. Oh! That was pixels off. Okay. You know what that means for me. Pour avoir demandé à Zach lui-même, cette technique est vraiment difficile. Je pensais au début que placer Cappy sous Mario au moment où ce dernier fait un rodéo était de loin la partie la plus dure. Cependant, il s'avère que c'est plutôt en termes de vectoring que c'est hardcore. Vous voyez comment Jumbo trace une sorte de courbe avec Mario. Bien que ça soit assez contre-intuitif, changer légèrement de direction dans les airs donne à Mario un peu plus de vitesse par rapport à s'il allait tout droit. Le vectoring est extrêmement utile sur ce genre de saut précis. On retrouve le même procédé avec Snowdram, un autre saut difficile permettant de rejoindre la plateforme du tableau dans le monde des neiges. Le vectoring est aussi présent dans d'autres jeux Mario, comme 3D World, ce qui permet de gagner énormément de vitesse. En mars 2024, Zach et Jumbo découvrent qu'il est possible de conserver une Rocket Flower après le skip pour gagner 2 secondes supplémentaires. Cependant, la technique est super précise, demandant une exécution parfaite en termes de vectoring. De ce fait, c'est seulement dans le BTT qu'on la retrouve. Ce segment, joué par Vitox et FT, est considéré comme le plus dur à exécuter de toute la vidéo. Le record actuel de Jumbo et Zach est de 55 minutes et 44 secondes. Cependant, ils n'ont pas encore atteint leur objectif final, dont ils ont récemment parlé en stream. Basically, our pipeline right now of goals is get a 4x, Yeah. get a 3x, Yeah. get a 2x. Yeah. And we'll take it step at a time. The final goal is a 2x. Parlons maintenant plus en détail de la nouvelle vidéo du BTC, sortie il y a quelques semaines. Jusque-là, j'ai donné de brefs exemples, mais la vidéo réserve bien plus. Je ne vais pas évoquer toutes les techniques utilisées, certaines étant communes au mode 1 joueur, et d'autres ayant déjà été traitées dans mes précédentes vidéos sur ce jeu. La dernière vidéo BTT de la catégorie 2 joueurs, la V4, remontait à avril 2021, où le temps théorique de l'époque était de 54 minutes et 16 secondes. La V5 aurait dû voir le jour fin 2023, alors que 52 minutes venaient d'être franchies. Mais Lupus, le monteur des 4 premières versions, n'avait pas pu se rendre disponible à cette époque, laissant le projet traîner. Durant l'été 2024, Zach in the Box et lui montent finalement la vidéo à 2, après avoir attendu que le temps théorique atteigne 51 minutes. Ensemble, ils ont produit une des meilleures vidéos de la communauté. On va parler d'ajouts majeurs dont ont bénéficié certains mondes depuis 2021. C'est vraiment maintenant que vous allez comprendre l'absurdité des stratégies mises en place par le BTT. J'espère que vous avez votre diplôme de magie, car on va parler de téléportation. Après avoir terminé le monde des chapeaux, on arrive à Cascade Kingdom, notamment connu pour son fameux dinosaure. On commence par récupérer la première lune du jeu, appelée First Moon, ce qui débloque la suite en faisant tomber le pont. Ensuite, à top niveau, on exécute DSS, un saut très précis permettant de directement accéder au boss fight. Une fois Madame Broodal éliminée, on récupère une dernière lune dans un coffre avant de partir vers Sand Kingdom. Ça, c'est la route utilisée depuis des années sur la dernière version du jeu, la 1.3, sortie en avril 2019. Sur la version d'origine, la 1.0.0, la route était différente. En effet, il était possible d'accéder au boss fight sans récupérer la First Moon, et donc de s'éviter des dizaines de secondes de cinématique. DSS n'existant pas encore, c'est Dino Skip qui a été utilisé. Cette route, appelée First Moon Skip, demandait de remplacer la First Moon par 7 autres lunes après le boss, et permettait de gagner 25 secondes.
Sauf que Nintendo, si tu leur dis que tu peux finir le jeu sans récupérer ce qu'ils ont nommé la première lune de puissance, ça leur plaît pas. Le même jour que la sortie du jeu, le patch 1.0.1 vient corriger ce problème en plaçant un mur invisible après l'eau et surtout en désactivant le boss fight tant que la First Moon n'est pas récupérée. En 1 et 2 joueurs, la seule route valable devient alors celle que j'ai présentée au début. Mais ça, c'était avant que Placid et Snowll déclarent avoir trouvé une nouvelle route plus rapide pour le BTT en juin 2024. Ok, vous avez peut-être entendu parler du minimum capture, cette catégorie du jeu visant à finir Mario Odyssey en utilisant le moins de transformations possible. Il existe de très bonnes vidéos à ce sujet, notamment celle-ci, donc je vais pas revenir dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est que Mario Odyssey est finissable en 3 captures. Le fil électrique pour quitter Cap Kingdom, le fil électrique pour rejoindre le dragon, et Bowser dans Moon Kingdom. C'est tout. Pour finir Cascade sans capture, les joueurs ont dû trouver un moyen d'éviter de battre le boss, car ce dernier nécessite 3 captures pour être terminé. C'est cette route que Placid et Snowll ont adaptée pour le BTT 2 joueurs, car ne pas tuer Madame Broodal permet de s'éviter un grand nombre de cinématiques. Tout d'abord, le mur qu'avait placé Nintendo pour empêcher le First Moon Skip est en réalité totalement traversable. On peut passer à travers un trou dans le sol et accéder au coffre, normalement bloqué avant d'avoir battu le boss. On peut ensuite récupérer 3 autres lunes en utilisant des roll cancel pour clipper à travers certains murs et éviter d'utiliser les chomps qui ajoutent encore des cinématiques. Parmi elles, on retrouve la First Moon qu'on ne récupère que maintenant. Si on l'avait prise au tout début, le pont aurait bloqué l'accès au coffre. À partir de là, il nous manque une lune, et la seule disponible sans battre le boss est celle sur l'île volante, récupérable bien plus tard via un tableau. Mais bien plus tard, ça ne nous intéresse pas, nous on la veut maintenant. Mais alors, comment ? C'est ici qu'intervient notre magicien, Circle. En février 2020, il découvre un moyen de téléporter Cappy à peu près où l'on veut, permettant de récupérer le checkpoint de l'île et d'accéder à la Lune. Cette technique s'appelle une CRC, pour Cappy Return Cancel, que je vais tenter d'expliquer de manière vraiment simplifiée. Tout d'abord, on éloigne Cappy de Mario en le coinçant quelque part, ou, dans d'autres cas, en lui faisant exécuter une série de rodéos dans le vide. Une fois Cappy à la bonne distance, on va le faire glitcher pour qu'il se téléporte. Normalement, en mode 2 joueurs, rappeler Cappy alors que celui-ci est très éloigné le téléporte sur la tête de Mario après 3 secondes. Sauf que si Mario est accroupi, l'animation de retour n'est pas possible. En appuyant sur Y pile au moment où Cappy est censé se téléporter à Mario, ce dernier est complètement perdu. Il conserve alors la distance avec Mario, mais se retrouve dans la ligne de vue de ce dernier. Bon, c'est pas très clair, alors je vais prendre un exemple ici dans Metro. On a envoyé Cappy tout en bas avec des rodéos, mais pas de manière aléatoire. La distance à laquelle Cappy est actuellement de Mario est la même que la distance séparant Mario du drapeau là-bas. Lorsque Mario s'accroupit et qu'on appuie sur Y au bon moment, Cappy conserve la distance mais se téléporte là où regarde Mario, en l'occurrence le drapeau. On peut ensuite s'y téléporter et accéder à cette partie du monde bien plus tôt que prévu. Avec la CRC, on a maintenant 5 lunes, assez pour quitter le monde sans jamais battre le boss. Sauf que c'était pas suffisant. Ok, la route permet d'éviter les cinématiques du boss, mais elle reste plus lente. Les CRC étant connus depuis 2020, il a fallu attendre juin 2024 pour qu'un élément clé de la route soit mis au point. Bon, vous avez rien compris et c'est normal. Ce qu'on vient de voir s'appelle une ICRC, pour Instant CRC. Cappy est correctement coincé pour faire notre CRC sur l'île. Dans la route précédente, on allait directement l'exécuter, ce qui nous obligeait à revenir en arrière pour prendre la First Moon. Ici, on va inverser les étapes et d'abord collecter la First Moon. Normalement, prendre ce genre de lune lance une cinématique où Cappy est rappelé automatiquement sur la tête de Mario, sauf si on secoue la manette à la frame où Cappy revient. Dans ce cas-là, Cappy reste en position et on peut faire notre CRC juste après la fin de l'animation. Ce segment est absolument atroce à exécuter. Vous imaginez avoir 17 millisecondes pour secouer votre manette ? Voilà ce qui rend cette route infaisable en RTA. Une fois les segments de cette nouvelle route optimisés, c'est 10 secondes qui ont été gagnées. Il existe également un second type d'ICRC appelé OCRC, ou plus communément O-Warp. Là où une ICRC permet de conserver la position de Cappy après une cinématique,
un O-Warp sert à envoyer Cappy à l'Odyssée. En effet, quand on se téléporte à n'importe quel checkpoint, Cappy apparaît très brièvement à côté de l'Odyssée avant de rejoindre la tête de Mario. En secouant sa manette à la bonne frame, on peut annuler ce rappel vers Mario et laisser Cappy près de l'Odyssée. Cette technique est utilisée à la fin de chaque monde. Une fois le bon nombre de lunes collectées, Mario doit se téléporter à l'Odyssée pour rejoindre le monde suivant. Lorsqu'il y arrive, il est possible de faire un O-Warp, téléportant instantanément Cappy sur le globe. Il suffit de spammer les touches X et Y. Ce move permet de gagner environ 8 frames par monde, pour un total d'environ 1 seconde durant la run. Comme ça ne coûte rien de tenter, les joueurs essayent systématiquement. Mais c'est pas la seule manière d'utiliser un O-Warp. Dans Sand Kingdom, on monte habituellement sur cette structure avec une technique appelée Reverse Jaxi, ce qui nous permet de récupérer cette lune dans un coffre, puis de continuer vers les ruines. Une fois toutes les lunes récoltées, on warp vers l'Odyssée pour rejoindre le monde suivant. En août 2024, Placid met en place une nouvelle route pour le 2 joueurs. Au lieu de monter avec Reverse Jaxi, l'idée est de profiter de la hauteur qu'on a pour envoyer Cappy récupérer le checkpoint du haut de la structure. Une fois l'habituelle dernière lune récoltée, il nous manque celle du coffre. On warp alors au checkpoint qu'on a récupéré. En arrivant, on réalise un O-Warp, téléportant Cappy juste au-dessus du globe de l'Odyssée. Juste après avoir récupéré la lune du coffre, Cappy touche le globe et on peut partir. Cette route permet de quitter Sand sous les 9 minutes, une première dans l'histoire du jeu. On retrouve le même scénario dans le monde suivant, Lake. Cet exemple est sûrement plus parlant pour vous, car après le warp au tableau, on peut voir Cappy disparaître de la tête de Mario pour se retrouver juste à côté du globe. Après avoir récupéré la dernière lune dans un coffre, Cappy touche le globe et on rejoint directement l'Odyssée. Ces deux O-Warp sont tellement difficiles qu'il est inenvisageable de les utiliser en RTA. Pendant que j'étais en train de faire le montage de ma vidéo, un nouveau clip a été découvert par Snoll dans Sand. Il permet d'éviter de faire le platform clip et le drame. La run est toujours en constante évolution, ça fait trop plaisir à voir. Placid, l'un des principaux tasseurs du mode 2 joueurs, développe depuis des mois toujours plus de stratégies de tasse à base de drame et de clips à travers chaque mur possible. Je compte en parler plus en détail quand un tasse complet sortira, alors n'hésitez pas à vous abonner. Bravo à la communauté BTT pour cette vidéo, et à leur dévouement depuis des années. Merci à Pajulu et Snoll d'avoir relu mon script, et à Zach et Placid d'avoir répondu à mes questions. Ce jeu a vraiment trop de choses à offrir pour que j'arrête d'en parler maintenant. Petit fun fact, comme ça pour finir, dans l'URL de la vidéo BTT 2 joueurs V4, on retrouve BTT2P, soit BTT 2 Player. Ce mec dans les commentaires a calculé que la probabilité que ça arrive est d'environ une chance sur 1 milliard.